préparez-vous un café, parce que je vais vous raconter l'histoire la plus folle de ma vie et comment une trahison a fissuré mon monde et déclenché tout le reste. Vous pensez avoir entendu des choses dingues? Attendez un peu. Ce n'est pas une simple histoire de cœur brisé. C'est le genre qui commence dans le silence, et se termine par quelque chose que vous n'attendriez jamais. Et je vais commencer par comment nous nous sommes rencontrés. Nous étions jeunes. J'avais 36 ans, elle en avait 28, mais on se sentait comme des âmes anciennes quand on s'est croisés et des esprits semblables, comme si on s'était connus dans une vie antérieure. Elle s'appelait Sophie, et moi, c'est Julien. On s'est rencontrés à un barbecue chez un ami commun un de ces dimanches paresseux avec des bières dans une glacière et des côtelettes sur le grill. Elle portait une casquette des Girondins et un short en jean, et elle souriait comme si elle me connaissait depuis toujours. Je me souviens qu'elle a renversé un peu de sauce barbecue sur son t-shirt et qu'elle a juste ri, comme si rien ne pouvait gâcher sa journée. Ce rire m'a marqué. C'était le genre de son qui rendait le monde plus léger. À l'époque, je bossais dans le bâtiment, à faire de tout, du placo à la toiture. Des journées longues, des matins tôt, les mains rugueuses comme de l'écorce, le dos en compote plus souvent qu'à son tour. Mais j'en étais fier. Il y a quelque chose d'honnête à construire de ses mains, à voir les choses prendre forme à partir de rien d'autre que du bois et du courage. Sophie était assistante de direction dans une de ces tours de verre du quartier de la Défense, des fenêtres du sol au plafond, des types en costume sur mesure, des machines à expresso dans la salle de pause. Deux mondes totalement différents. Pourtant, on a accroché. On n'a pas précipité les choses. On a pris notre temps, on a appris à se connaître comme il faut avant de signer quoi que ce soit. Elle me calmait. Même quand tout partait en vrille, tuyaux éclatés, délais loupés, chantier retardé par la pluie, elle était là à la fin de la journée avec une bière fraîche et une étreinte chaleureuse. On s'est mariés après 2 ans ensemble. Rien d'extravagant. Une cérémonie dans le jardin de sa tante, des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres, des bocaux remplis de fleurs des champs. J'avais un costume bleu marine emprunté à mon cousin. Elle était comme sortie d'un rêve dans sa robe blanche toute simple, pieds nus sur l'herbe. On a acheté une petite maison peu après. 3 chambres, 2 salles de bain, pas trop grandes, mais avec un joli jardin et un vieux chêne, assez d'espace pour un chien si on en voulait un. On a pris un prêt immobilier, comme tout le monde. La maison demandait du boulot, peinture écaillée, plancher qui grinçait, une clôture qui penchait comme si elle avait trop bu. Mais j'aimais ça. Ça me donnait des projets, ça nous donnait des plans. Les 2 premières années de mariage étaient, franchement, super. On avait nos petites habitudes, bien confortables. Les samedis matins étaient nos préférés, elle traînait au lit pendant que je préparais le petit-déj. Les soirées, c'était notre bulle. On dînait parfois un plat fait maison, parfois juste des sushis du resto japonais du coin et on se posait sur le canapé avec un film ou une émission de télé-réalité débile qu'elle adorait. Les dimanches, c'était les courses au supermarché et les virées à Leroy Merlin. Elle avait un carnet où elle notait des idées pour un jour, des couleurs pour la cuisine, des plans pour un potager, des prénoms de bébé même si on n'était pas encore décidé. Elle aimait planifier. Moi, j'aimais construire. Ça marchait. Avec le recul, je crois que j'ai raté les premiers signes. Pas parce qu'ils n'étaient pas là, mais parce que je ne voulais pas croire que quelque chose clochait. On riait beaucoup. On se disputait parfois, comme tous les couples, mais rien de grave. Elle laissait des petits mots sur ma gamelle, je t'aime, ou, ne te surmène pas aujourd'hui. Si ça fait un peu niais, tant pis. J'aimais cette femme de tout mon cœur. Je pensais qu'elle ressentait la même chose. On parlait de l'avenir tard le soir, allongé dans le noir, avec le bruit du ventilateur pour combler le silence. Elle voulait aller en Italie un jour. Je lui promettais qu'on irait. Elle disait toujours, toi et moi, on fait une équipe. Et je la croyais. Mon Dieu, je la croyais. Si on m'avait dit à l'époque que les choses allaient changer comme elles l'ont fait, que le sol allait s'effondrer sous mes pieds, j'aurais ri. On était solide. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais une trahison, ça ne se montre pas d'un coup. Ça s'infiltre. Silencieux. Lent. Et une fois qu'elle est là, plus rien n'est jamais pareil. La 3e année est arrivée comme un vent discret. Pas d'éclat, pas de grosses disputes, pas de coups de tonnerre au loin, juste un changement dans l'air que je n'arrivais pas à définir. Au début, je pensais que c'était juste une phase. La vie devient chargée. Les gens s'éloignent un peu, puis se retrouvent.
C'est ce que je me disais. Ça a commencé par des petites choses. Sophie rentrait plus tard que d'habitude. Avant, elle était à la maison vers 6 heures, à peu près. On dînait ensemble presque tous les soirs, même si c'était juste réchauffer des restes ou mettre une pizza surgelée au four. Puis c'est devenu 7 heures. 7h30. Parfois presque 8 heures. Je lui demandais ce qui se passait au boulot, et elle avait toujours une réponse, un rapport à rendre, une réunion qui s'éternisait, l'imprimante en panne et elle devait attendre. Ça semblait assez normal. J'avais déjà bossé sur des chantiers où tout partait en vrille à 17h15, juste quand tu ranges tes affaires. Alors j'acquiesçais et je disais d'accord. Mais ça continuait. Ensuite, il y a eu la phase, je suis juste crevé. Elle passait la porte, posait son sac dans l'entrée, marmonnait un salut et filait direct à la salle de bain. Douche rapide, cheveux encore mouillés quand elle passait devant moi sur le canapé pour aller se coucher. Pas de dîner. Pas de discussion. Rien. Elle me regardait à peine ces soirs-là. Comme si j'étais juste un meuble parmi d'autres sur son chemin vers quelque chose de plus important. Au début, j'ai cru qu'elle était malade. Peut-être une anémie, un burn-out, ou une carence en vitamines. Je lui ai même proposé de l'accompagner chez le médecin si elle voulait. Elle m'a fait un sourire crispé, a secoué la tête et m'a dit « Je suis juste fatiguée, chérie. Le boulot, c'est la folie en ce moment. » Cette phrase est devenue son bouclier. Le boulot, c'est la folie en ce moment. Je l'ai entendu au moins 50 fois en un mois. Les mots n'avaient plus de sens. Mais je l'acceptais. C'était ma femme. Ma partenaire. La seule personne au monde dont je pensais qu'elle ne me nourrirait jamais de demi-vérité pour me laisser dans le flou. J'ai commencé à préparer le dîner seul. À table, avec la télé en fond sonore. Parfois, je faisais assez pour nous deux, je laissais son assiette au four, recouverte d'alu. La plupart du temps, ça restait intact. J'ai fini par arrêter. Les plats froids et les silences glacés, ça ne fait pas bon ménage. J'ai essayé de m'adapter. J'ai pris en charge plus de tâches à la maison. Je gardais tout en ordre pour qu'elle n'ait pas à s'en soucier. Lessive, courses, poubelle, tonte de la pelouse. Avant, on partageait tout. Maintenant, j'avais l'impression d'être le seul à vivre dans cette maison. Les petits mots ont cessé aussi. Le dernier dont je me souviens, c'était pour notre 2e anniversaire de mariage. Après ça, plus rien. Nos conversations se sont réduites à des échanges rapides sur la logistique. T'as payé la facture de gaz? Tu peux prendre du lait? Je bosse tard demain. C'était notre nouveau langage amoureux en emploi du temps et banalité. On aurait dit des colocataires, pas un mari et une femme. Et puis, il y avait les détails. Elle a commencé à se pomponner plus pour le boulot. Maquillage, talons, même un parfum que je n'avais jamais senti avant. Un mec remarque quand sa femme fait un effort supplémentaire, mais pas pour lui. Je lui ai dit une fois qu'elle était jolie. Elle m'a regardé comme si j'avais interrompu une rêverie et a dit « merci » sans sourire. Les week-ends ont changé aussi. Avant, c'était notre moment. Petit déjeuner à la baguette, brocante, balade sans but. Mais maintenant, elle récupérait, ou partait, prendre un café avec une collègue pour bosser sur un projet. Elle restait vague. Aucun nom ne sortait. J'ai arrêté de poser des questions. Le silence entre nous n'était pas bruyant. Il était juste vide. Comme un bruit de fond que tu oublies jusqu'à ce qu'il s'arrête et que tu réalises à quel point il remplissait l'espace. Je me souviens encore de cette soirée où je suis resté dans le salon, la télé diffusait un truc que je ne regardais pas, à fixer la porte d'entrée en attendant qu'elle rentre. J'ai regardé l'heure. 21h52, j'ai vérifié mon portable. Pas de message. Je suis allé à la fenêtre, j'ai jeté un œil dehors. La rue était calme. La lumière du porche grésillait. C'est là que je l'ai senti, pas une pensée, pas une intuition, juste une certitude viscérale. Quelque chose n'allait pas. Et ce n'était pas juste le stress. Ni le boulot. Ni la fatigue. Quelque chose avait changé. Et quoi que ce soit, ça ne reviendrait pas. Et puis le lundi est arrivé. Je suis rentré du boulot comme d'habitude, bout sur mes bottes, dos en compote, main couverte de sueur après avoir coupé des plaintes toute l'après-midi. En entrant, je suis allé voir la boîte aux lettres. Des factures,
un menu de traiteur, une offre de carte bancaire, et puis une enveloppe jaune matelassée. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon nom. C'était tout. L'écriture était soignée, comme si quelqu'un avait pris son temps. J'ai hésité un instant, en la retournant. J'ai senti quelque chose de dur à l'intérieur, de la taille d'un briquet. Je l'ai ouverte sur le plan de travail de la cuisine. À l'intérieur, une clé USB noire, toute simple. Sans étiquette, sans mots, rien d'autre. Je l'ai fixée un moment. Ça pouvait être une pub, un gadget, ou une blague. Mais quelque chose en moi me disait que c'était différent. Elle avait du poids, pas juste physiquement, mais comme si elle portait un secret. Je l'ai branchée sur le vieil ordinateur portable qu'on gardait sur le comptoir. Cette antiquité mettait une éternité à démarrer. Quand le dossier s'est ouvert, il y avait 2 fichiers. Une vidéo et un document texte. J'ai commencé par la première. Plus tard, le document expliquait tout, quoi, comment, où, et pourquoi. Toutes les réponses aux questions restantes. J'ai cliqué sur la vidéo. Elle était courte. Peut-être 1 minute, 1 minute et demie. La qualité était granuleuse, l'angle tremblant, comme filmé avec un portable. Mais c'était assez net. Assez pour voir tout ce qu'il fallait. Sophie. Dans un bureau que je ne reconnaissais pas moderne, avec des étagères et de grandes fenêtres. Derrière elle, un homme. Plus âgé. Cheveux gris, une veste de costume coûteuse posée sur une chaise. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas soulevé un objet lourd depuis des décennies. Au début, je n'ai pas compris ce que je voyais. Puis ça m'a frappé. J'ai cligné des yeux, espérant me tromper. Mais non. Ils étaient proches. Trop proches. Les vêtements de ma femme étaient sur la chaise, par-dessus sa veste, et son regard était empreint d'une stupeur effrayée. Mon cœur s'est mis à cogner. Mes mains sont devenues froides. J'ai regardé le reste de la vidéo comme quelqu'un qui voit sa maison brûler depuis la pelouse. Tu veux courir à l'intérieur pour sauver quelque chose, n'importe quoi, mais c'est trop tard. Tu restes là, impuissant, pendant que la fumée s'élève dans le ciel. À la fin de la vidéo, l'homme s'est écarté, et c'est là que la caméra a légèrement bougé. On entendait quelqu'un respirer derrière. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une caméra cachée. Quelqu'un avait filmé ça à la main. Puis l'image a légèrement basculé, et j'ai vu son reflet dans la vitre. Pas Sophie. Une autre femme. Cheveux noirs attachés en chignon. Calme. Main stable. Pas de tremblement, pas de larmes. Juste en train de filmer. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qui c'était. Sa femme. Elle avait dû entrer par hasard. Mais au lieu de faire une scène, elle a sorti son téléphone et a appuyé sur enregistrer. Cette vidéo était son assurance. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas complètement, elle me l'a envoyée. Je suis resté longtemps dans la cuisine, sans bouger. À fixer la dernière image figée de la vidéo. Sophie en train de reboutonner. Lui ajustant sa cravate. Comme si de rien n'était. Ensuite, j'ai ouvert le document texte, l'histoire commençait par les mots « Je ne vous connais pas, mais vous méritez la vérité. Votre femme a une liaison avec mon mari depuis un certain temps. Je les ai surpris en flagrant délit. Je ne compte pas divorcer pour mes propres raisons. Mais vous méritez de savoir avec qui vous vivez. Je suis désolé. Toutes ces nuits où j'attendais que Sophie rentre. Toutes ces fois où je lui demandais si tout allait bien. Tous ces dîners silencieux, tous ces haussements d'épaules et excuses marmonnées. Elle était là dehors, avec lui. Un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Marié. Père de famille. Son patron. Et moi, j'étais là. À lui préparer à dîner. À réparer sa voiture. À plier son linge et à me demander si c'était moi qui ne faisais pas assez. En fait, je n'étais même plus dans l'équation. J'ai refermé l'ordinateur lentement. Dehors, le ciel était devenu noir. La lumière du porche grésillait au-dessus. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assis à la table de la cuisine, les mains posées sur le bois que j'avais poncé et verni moi-même quand on avait emménagé. J'ai regardé la chaise où elle s'asseyait toujours. Sa tasse de café était encore là depuis ce matin. Et j'ai réalisé, je ne savais pas qui était la femme à qui j'étais marié. Le soleil était déjà levé.
La porte d'entrée s'est ouverte, et Sophie est entrée. Ses talons claquaient sur le parquet, puis se sont arrêtés quand elle a vu la pièce sombre. « Salut », a-t-elle dit, d'une voix douce, presque prudente. Elle a allumé la lumière. « Pourquoi tu es dans le noir ?» Je l'ai regardée sans dire un mot. Elle semblait fatiguée, cheveux tirés en queue de cheval lâche, visage pâle, épaules affaissées. Elle m'a fait un demi-sourire, celui qu'on fait quand on essaie de jauger l'ambiance. Puis elle a poussé un long soupir et est entrée dans la cuisine, posant son sac par terre. « Il faut que je te parle », a-t-elle dit, la voix tremblante juste assez pour que je le remarque. « Je ne voulais pas t'appeler du boulot. J'ai pensé que c'était mieux de le dire en personne. » Elle a hésité, puis a continué. « Il y a eu des licenciements. L'entreprise restructure. Ils ont viré pas mal d'entre nous aujourd'hui. Je suis licenciée. » Elle a baissé les yeux sur ses mains, comme si elle ne pouvait pas croiser mon regard. Je ne m'y attendais pas. Ça fait des années que je suis là. Je pensais être à l'abri. Je l'ai juste fixé. Sans tressaillir. Sans cligner des yeux. Juste le silence. Elle s'est agitée sur place. « Ce n'est pas une question de performance », a-t-elle ajouté rapidement, comme si elle l'avait répété. « Ils réduisent les coûts, c'est tout. Je crois qu'ils délocalisent pas mal de trucs. Je ne sais pas. Toujours rien de ma part. » C'est là que ses yeux ont commencé à scruter mon visage, cherchant quelque chose. Une fissure dans mon expression. Un indice. Et puis j'ai tendu la main, lentement, et j'ai tourné l'ordinateur vers elle. « Regarde ça », ai-je dit. Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. Elle a regardé l'écran, perplexe au début. Puis j'ai cliqué sur lecture. La vidéo a illuminé la pièce. Ses yeux se sont écarquillés avant même les 10 premières secondes. Et puis elle a compris. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle a reculé d'un pas, comme si l'écran l'avait brûlée. Elle a porté une main à sa bouche, ses yeux passant de la vidéo à moi. Je n'ai rien dit. Pas besoin. Quand la vidéo s'est terminée, je me suis levé, j'ai posé mes paumes sur la table et j'ai dit « Regarde comment t'as été licencié. Maintenant, c'est moi qui vais te mettre dehors. » Son visage s'est vidé de toute couleur. On aurait dit qu'elle allait s'effondrer. « Julien. » a-t-elle murmuré. « Julien, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Stop. » Ma voix était basse, mais tranchante. Elle a trébuché en avant et s'est laissée tomber à genoux devant moi, attrapant mes mains. Ses yeux étaient déjà pleins de larmes, des traces sur ses joues comme une fuite qu'elle ne pouvait pas arrêter. « Je suis désolée », a-t-elle pleuré. « Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne sais même pas pourquoi sa voix s'est brisée. J'ai retiré mes mains d'un coup sec. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Une erreur horrible. Mais ça ne voulait rien dire. J'ai ri. Un rire froid, amer, que je ne reconnaissais même pas, ça ne voulait rien dire. Donc t'es juste tombé sur ton patron marié dans un bureau fermé? Elle a grimacé comme si je l'avais frappé. Ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas réfléchi. C'est juste arrivé. J'ai secoué la tête. Ça n'arrive pas juste comme ça, Sophie. Ce genre de choses n'arrive pas juste comme ça. Ça demande du temps. De la planification. Des mensonges. Je t'aime encore, a-t-elle murmuré, me regardant depuis le sol comme une actrice dans un film. Tu m'aimes? Ai-je demandé, en reculant. Non. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. On ne rentre pas tous les soirs en faisant comme si de rien n'était, en disant qu'on est fatigué. On ne joue pas à la famille tout en se faufilant avec un mec assez vieux pour être ton père. Elle s'est relevée, essuyant son visage avec ses manches, la voix tremblante. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne jette pas tout. On peut réparer ça. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit. Tu l'as brisé. Tu es une traîtresse, Sophie. Une sale menteuse sans valeur. Ce mot sans valeur m'a échappé, mais il collait. Pas pour l'argent. Pour la dignité. La loyauté. Se donner à quelqu'un d'autre comme si ça ne coûtait rien. Elle est restée figée. Les yeux rouges. Muette. Sors, ai-je dit, en pointant la porte. Elle n'a pas bougé. Sors. Et c'était fini.
Elle s'est tournée lentement, a pris son sac et est sortie par la porte d'entrée. Sans la claquer. Sans se retourner. Je suis resté là longtemps après que la porte s'est fermée, l'écho résonnant dans l'air. Mes mains tremblaient encore. Mon cœur battait comme un tambour. Mais je n'étais pas triste. Pas en colère. Je me sentais vide. Éviscéré. La femme que je pensais connaître, celle avec qui j'avais construit une maison, était une étrangère depuis le début. Le lendemain matin, après l'explosion, j'étais debout avant l'aube. Pas reposé du tout, juste allongé à fixer le plafond toute la nuit. Puis j'ai pris mes clés, je suis monté dans ma voiture et j'ai filé directement au tribunal. Demander le divorce a pris moins de temps que prévu. L'employé m'a guidé à travers les formulaires, a tout agrafé, m'a montré où signer, comme si c'était un mardi banal. Ma main tremblait un peu en écrivant mon nom, mais pas de nervosité. C'était comme si mon corps était juste fatigué de porter quelque chose de lourd dont il ne réalisait l'ampleur qu'en le lâchant. Je n'ai pas appelé Sophie. Pas envoyé de message. Je me suis dit que si elle avait un minimum de décence, elle saurait ne pas se pointer. En rentrant cet après-midi-là, la maison semblait vide. Pas juste silencieuse, mais creuse, comme si elle avait enfin expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. En entrant, j'ai tout de suite remarqué. Son manteau n'était plus sur le porte-manteau. Les coussins décoratifs qu'elle avait absolument voulu pour le canapé avaient disparu. Le vase de la table à manger aussi. J'ai fait le tour des pièces. L'armoire était à moitié vidée. Le plan de travail de la salle de bain ressemblait à celui d'un hôtel, juste ma brosse à dents et mon rasoir près du lavabo. L'endroit semblait plus froid, d'une certaine manière. Sur la table de la cuisine, il y avait une note pliée. Une simple feuille, sans enveloppe. Mon nom griffonné dessus, de son écriture. Je l'ai fixée une minute avant de la prendre. Pardonne-moi si tu peux. Je suis coupable. Je le comprendrai toujours. Je suis chez mes parents. Mais tu peux toujours me ramener. Cette dernière phrase flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Tu peux toujours me ramener. Elle pensait encore qu'elle contrôlait cette histoire. Comme si elle pouvait jouer la femme repentante et que j'allais la reprendre, sans poser de questions. Comme si je pouvais oublier ce que j'avais vu de mes propres yeux. Je n'ai même pas froissé la note. Je l'ai repliée et rangée dans le tiroir à bric-à-brac avec les vieux menus de traiteur et les piles usagées. Les jours suivants étaient étranges. Silencieux d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Je continuais à aller au boulot, à planter des clous, à mesurer des planches comme si rien n'avait changé. Mais en rentrant, personne ne m'attendait. Pas de dîner, pas de musique dans la cuisine, pas de lumière dans la chambre. Juste moi, la maison, et un silence si épais qu'on aurait pu le couper au couteau à mastic. Les amis et collègues ont commencé à poser des questions sur Sophie. Elle va bien? Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Je restais vague. Elle est chez ses parents pour l'instant. On règle des trucs. Ça suffisait pour qu'ils laissent tomber. La plupart sentaient probablement que quelque chose clochait. Les nouvelles circulent, même quand on ne dit pas grand-chose. Les semaines ont passé, et puis on a une autre date au tribunal. Ce jour-là, c'était comme aller chez le dentiste, juste une douleur à traverser. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise sur un banc à l'extérieur de la salle d'audience. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Fatiguée. Pâle. Les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, juste un pull basique et un jean. Elle ressemblait à une étrangère. On n'a pas parlé. Juste un hochement de tête, puis on a regardé dans des directions opposées jusqu'à ce qu'on nous appelle. À l'intérieur, c'était propre. Froid. Mur blanc, voix feutrée, le juge posant des questions comme s'il examinait une demande de prêt. Pas de drame. Pas de cris. Juste des papiers. On était d'accord que c'était sans contestation. Il n'y avait pas grand-chose à se disputer. Elle a pris quelques trucs, la vaisselle, une table d'appoint, quelques meubles qu'elle avait choisis. La maison était à mon nom. Tout comme le prêt qu'on remboursait. Elle n'avait aucun droit dessus. Cette maison, c'était mon labeur dans chaque coin, un mur peint, fuite réparée, la clôture que j'avais reconstruite après une tempête. Elle avait peut-être choisi la couleur des rideaux, mais moi, j'avais construit les fondations. On a tout signé, et c'était fini. Le juge a hoché la tête, et on s'est levé. Tout ça a pris peut-être 20 minutes.
Dehors, elle m'a arrêté. Julien, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je me suis tourné vers elle. Elle m'a regardé comme si elle voulait dire quelque chose d'important. Mais rien n'est venu. Juste des larmes dans ses yeux et un petit sourire triste. Je n'ai rien répondu. Je suis allé à ma camionnette, je suis monté, et je suis parti. C'était notre dernière vraie conversation. Et dans ce silence, j'ai commencé à reconstruire. Pas juste la maison. Moi. Après le divorce, le silence dans la maison est devenu autre chose. Pas de la solitude, juste de l'espace. De la place pour respirer. De la place pour penser. Je rentrais du boulot, posais ma ceinture à outils près de la porte, et regardais autour de moi comme si l'endroit était tout neuf. Les mêmes murs. Les mêmes meubles. Mais le poids qui s'accrochait à tout, son parfum sur les coussins, son courrier sur le plan de travail avait disparu. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas coincé. Je continuais à bosser comme toujours, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai commencé à dire non à des choses que j'acceptais avant. Des heures interminables sans heures sup. Des clients qui changeaient d'avis tous les 2 jours. Des patrons qui prenaient des raccourcis et attendaient qu'on fasse pareil. Je travaillais dur, me cassais le dos, et voyais les gars au-dessus encaisser les chèques et repartir dans des camionnettes que je ne pouvais pas me payer. Un jour, sur un chantier, les mains dans un chauffe-eau cassé, j'ai pensé, pourquoi je fais encore ça pour quelqu'un d'autre? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à griffonner. Les matériaux dont j'avais besoin. Les chantiers que je pouvais prendre. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et lui ai dit que j'arrêtais. Il n'a pas discuté. Il a juste dit, dur, ce qui t'arrive avec ta femme, comme si ça expliquait tout. J'ai commencé petit. Juste moi, une camionnette avec un pare-choc cabossé, et une boîte à outils que j'avais depuis ma première année sur les chantiers. J'ai fait imprimer des flyers à l'imprimerie du coin et je les ai accrochés sur les tableaux d'affichage des supermarchés, des laveries, des magasins de bricolage. Réparation à domicile, aucun boulot trop petit. Travail honnête. Prix juste. J'ai distribué des cartes de visite avec mon numéro. Les premiers chantiers étaient des bricoles cadres de portes, gouttières, retouches de placo, réparation de carrelage. Rien de grandiose, mais ça payait. Le bouche-à-oreille a fait son effet. Apparemment, faire ce qu'on dit qu'on va faire, ça compte encore. Les gens aimaient que j'arrive à l'heure. Que je ne les prenne pas de haut. Que je nettoie après moi et que je ne cherche pas à leur vendre des trucs inutiles. Je faisais simple, et je faisais du bon boulot. Au bout de 6 mois, j'ai embauché un gars, Lucas. Jeune, 22 ans, tout juste sorti de l'école de métier, motivé à apprendre. On a pris des chantiers plus gros ensemble. Terrasse, rénovation de cuisine, sous-sol aménagé. Je lui ai appris à lire entre les lignes d'un plan et à expliquer les choses aux clients sans qu'il se sente idiot. Il a vite capté. En 1 an, j'ai dû acheter une 2e voiture. J'ai pris une remorque aussi, chargée d'outils plus performants. J'étais fier de ça, à acheter des choses avec mon propre nom sur le chèque, pas la carte d'une entreprise. On a embauché 2 autres gars, puis un 5e. J'ai fait venir mon cousin Antoine pour gérer les comptes, parce que les chiffres, ce n'était pas mon truc. Mon agenda s'est rempli des mois à l'avance. La maison a changé aussi. J'ai repeint toutes les pièces gris et vert profond, des couleurs solides, pas ces trucs à la mode qu'elle choisissait. J'ai changé les rideaux, réparé les gonds des portes qui grinçaient, arraché la vieille moquette et posé un nouveau parquet à la main. Ce n'était pas juste du bricolage, c'était comme reprendre mon espace, projet après projet. Finalement, j'ai remboursé le prêt immobilier. J'ai envoyé le dernier paiement, puis j'ai ouvert une bière et je me suis assis sur le perron comme un roi qui contemple son domaine. Ce soir-là, dans le salon, j'ai dit à voix haute, c'est à moi. Pas parce que je l'avais acheté, mais parce que je l'avais mérité. Quelques mois plus tard, je suis allé chez le concessionnaire et je me suis offert une nouvelle camionnette. Renault Alaskan noir mat, tout équipé. Je suis sorti du parking, fenêtres ouvertes, radio à fond, avec un sourire idiot. J'ai aussi commencé à mieux m'habiller. Rien d'extravagant, juste des jeans plus propres, quelques chemises correctes, des bottes sans bout. Je me tenais différemment. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite, jusqu'à ce que les gens me traitent autrement. Les vieux amis qui demandaient « ça va ?»
le boulot, ont commencé à me demander comment j'avais monté mon entreprise. Les gens du coin qui me saluaient à peine avant me demandaient des conseils, me parlaient comme si j'avais quelque chose d'important à dire. La vie n'est pas juste devenue meilleure, elle est devenue réelle. Plus de faux semblants. Plus de marcher sur des œufs. Je n'avais personne à impressionner, rien à prouver, juste un avenir que je construisais enfin de mes propres mains. Chaque matin tôt, chaque main écorchée, chaque erreur et correction m'avait mené là. La douleur ne m'a pas brisé. Elle a libéré de l'espace pour quelque chose de mieux. Quelque chose à moi. Ça faisait 5 ans que j'avais signé les derniers papiers du divorce et que j'étais parti sans un regard en arrière. La vie avait suivi son cours. J'avais construit quelque chose dont j'étais fier, du vrai travail, des gens solides autour de moi, une entreprise qui avait du sens. J'avais mes routines, mes matins tôt, mes soirées tranquilles, et je ne pensais plus beaucoup à elle. Pas par rancune. Juste parce qu'il n'y avait plus de raison. Cet après-midi-là, je me suis arrêté dans un petit café en centre-ville. Je n'étais pas seul, ma compagne était magnifique. On était assis près de la fenêtre, à manger un croque-monsieur et des frites, en buvant un thé glacé. C'était un de ces jours de printemps où les gens marchent plus lentement et sourient plus. J'avais laissé la fenêtre entr'ouverte pour capter la brise et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. C'est là que j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Ça ne voulait rien dire au début, juste un autre client. Mais du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un s'arrêter près de l'entrée. J'ai levé les yeux. Sophie. Je l'ai reconnue tout de suite. Une partie de moi le ferait toujours. Les mêmes cheveux bruns ondulés, mais coupés plus courts maintenant. Toujours habillée comme si elle sortait d'une vitrine de boutique. Elle était belle, je dois l'admettre. Le temps avait été clément avec elle, même s'il y avait quelque chose de différent dans son visage. Un peu plus âgé, un peu usé, comme si la vie n'avait pas suivi le plan prévu. Ses yeux se sont posés sur moi. Se sont figés. Elle est restée là une seconde, comme si elle hésitait à s'enfuir ou à dire quelque chose. Puis elle m'a fait un petit sourire hésitant, comme si elle attendait que je lui fasse signe d'approcher. Elle s'est avancée vers notre table. « Salut, Julien », a-t-elle dit. « On peut parler ?» Ma compagne a fait une moue pensive. Puis je lui ai dit, « Ça va, chérie, donne-nous quelques minutes. » Elle s'est éclipsée discrètement aux toilettes. L'ex-femme avait un air de deuil silencieux sur le visage. Elle a parlé, sa voix toujours douce, avec cette petite montée à la fin qui me faisait fondre avant. « Je peux m'asseoir ?» J'ai désigné le siège en face de moi. « Vas-y. » Elle s'est glissée sur la banquette et a croisé les mains sur la table, jetant un coup d'œil vers le bas, puis vers moi. « Tu as l'air en forme, » a-t-elle dit, et pour une fois, ça semblait sincère. « Ça va ?» ai-je dit, puis je me suis reculé et j'ai pointé le pouce vers la fenêtre. Dehors, ma Renault Alaskan noir mat brillait sous le soleil, garée juste au bord du trottoir. Je l'avais fait laver ce matin-là. Le logo personnalisé de mon entreprise était net et clair sur le côté. J'ai ma propre boîte maintenant, une copine que j'aime, ai-je dit avec un peu d'exagération, en croisant son regard. Ça va bien. Elle a suivi mon regard vers la camionnette et a hoché la tête lentement. Waouh. C'est vraiment impressionnant. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Vraiment, ai-je dit, plus curieux qu'en colère. Elle a eu un petit rire. Je le pense. J'ai toujours admiré ça chez toi. Tu étais solide. Constant. Tu n'avais besoin de personne pour te pousser et tu faisais avancer les choses. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Je pense encore à toi, a-t-elle dit après une pause. Beaucoup, en fait. Je t'ai toujours aimé. Je t'aime encore. Je n'ai jamais vraiment arrêté. Elle a tendu la main à travers la table, effleurant à peine le bord avec ses doigts. Tu crois qu'on pourrait recommencer? Les gens font des erreurs. On était jeunes. On a grandi depuis. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il y a 5 ans, ces mots m'auraient déchiré. À l'époque, je m'y serais accroché comme à une bouée de sauvetage. Mais maintenant? Je voyais ce qu'ils étaient trop tard. Non, ai-je dit doucement. Pas méchamment. Pas cruellement. Juste fermement. Elle a cligné des yeux. Non. T'as raté ta chance, Sophie. Le jour où t'es montée sur le bureau de ton patron,
t'as fait ton choix. Et peut-être que tu ne pensais pas que ça te coûterait tout, mais c'est le cas. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Tu sais quoi? Tu m'as donné quelque chose de mieux. Une deuxième chance dans la vie. Une page blanche. Je n'aurais rien construit de tout ça si tu n'avais pas tout brûlé d'abord. Je serais encore en train de bosser pour quelqu'un d'autre, à penser qu'on allait bien alors que ce n'était pas le cas. Sa lèvre a tremblé. Elle a essayé de sourire, mais n'a pas réussi. Alors merci, ai-je dit. Et adieu. Adieu pour toujours. Je me suis levé, ma compagne revenait juste à la table. J'ai sorti quelques billets de mon portefeuille et je les ai posés à côté du croque-monsieur à moitié mangé. J'ai laissé un pourboire plus généreux que d'habitude. On est sorti main dans la main, avec le soleil dans les yeux et le son de son silence derrière nous. En descendant du trottoir pour monter dans la camionnette, j'ai jeté un œil par le pare-brise. Elle était encore là, à fixer la table comme si elle n'avait pas réalisé ce qui venait de la frapper. Et c'était fini. On n'a plus jamais parlé. Mais ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais enfin guéri. Les années qui ont suivi n'étaient pas parfaites, mais elles étaient réelles. J'ai travaillé dur, fait grandir mon entreprise, embauché de bonnes personnes, et leur ai appris ce que je savais. J'ai reconstruit ma vie pièce par pièce, et avec le temps, la maison est redevenue un foyer calme, solide, à moi. Je ne courais après personne ni rien. J'avais assez. Parfois, je tombais sur une de ces vieilles notes. Je ne les gardais pas par nostalgie, je ne les avais juste pas jetées. Elles me rappelaient le chemin parcouru. Je ne la déteste pas. Cette colère s'est éteinte depuis longtemps. Ce qu'elle a fait, c'était son choix. Ce que j'ai fait après? C'était le mien. Parfois, il faut tout perdre pour construire quelque chose de plus solide. Je ne l'ai jamais revu. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Partagez votre opinion dans les commentaires, seriez-vous capable de pardonner une infidélité après un certain temps si vous aimiez vraiment? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.